Welcome and bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tintin. Comme ça doit se voir, il fait très chaud aujourd'hui, une chaleur de puce. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière et je pense qu'elle avait plutôt plu. Je vais vous faire une petite recommandation de livres. Alors, en fait, je dis LGBT, mais de ce que j'ai sélectionné, c'est surtout des livres sur la cause homosexuelle, gay, masculine. Je crois qu'il y a peut-être un livre qui parle d'homosexualité féminine, mais c'est vrai que j'ai une tendance un peu à l'homocentrisme, j'ai envie de dire, parce que c'est des textes qui me concernent et qui me touchent, donc je me tourne plus facilement vers cela, mais je lis principalement des romans ou des livres de non-fiction, etc., axés sur l'homosexualité masculine. J'essaye de m'ouvrir à de nouvelles horizons, de lire d'autres choses, mais c'est pas toujours très simple. Et vous savez quoi? Pour regarder la caméra, je vais essayer de replier le retour caméra aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Floris, mais ici on m'appelle Flowfly. Je suis un lecteur assez aguerri qui lit pas mal. Depuis 2 ans, j'anime cette chaîne YouTube, le compte Instagram, un salon Discord, quelquefois des lives sur Twitch, mais c'est très rare. Je parle de mes lectures, je lis un peu de tout, de la littérature contemporaine, générale, de la littérature policière, de la littérature fantastique, de fantasy, de la science-fiction, enfin voilà, je suis ouvert à plein de choses, j'adore changer, voguer, sauter d'un genre à l'autre. Et je vous fais tout de suite cette petite sélection. Je vais uniquement vous parler de livres que j'ai lus cette année et je me suis rendu compte que je n'ai pas tout mis et j'ai quand même lu, enfin cette année, depuis le mois de juin de l'année dernière. Pourquoi je fais cette vidéo au mois de juin? Parce que évidemment c'est le mois des fiertés. Et pourquoi le mois de fierté c'est au mois de juin? Parce que on célèbre, on fête les émeutes de Stonewall qui ont eu lieu à New York en 1969, je crois le 28 juin 1969. Qui ont été des manifestations spontanées et assez violentes envers un raid de police qui visait un bar homosexuel. Et donc comme j'ai fait cette vidéo au mois de juin l'année dernière, j'ai compilé un peu toutes mes lectures LGBT, gay surtout, LG avec un grand GBT, de l'année, de juin à juin, et je vous les présente tout de suite. À chaque rentrée littéraire, tous les ans, j'essaye de chercher parmi les quelques 500 sorties, je crois que c'est ça, à peu près 500 sorties de livres, lesquels ont des thématiques homosexuelles. Je crois que j'en ai gardé 3, mais j'en ai lu une 4e que je n'ai pas gardée. Lectures qui sont sorties au mois de septembre. La toute première, c'est Vers le paradis de Hanya Yanagihara. Vers le paradis de Hanya Yanagihara, c'est quand même un gros bébé de 800 pages qui se passe sur 3 siècles, car le roman est découpé en 3 parties. Une première partie en 1893, une deuxième partie en 1993 et la troisième partie en 2093. Les 3 parties se passent à New York, majoritairement, avec une petite partie sur l'île de Hawaï, car Hanya Yanagihara, l'autrice, est une autrice hawaïenne. Dans ces 3 histoires qui sont franchement presque indépendantes les unes des autres, le seul point commun que j'ai vu entre elles, c'est que les personnages principaux ont toujours le même prénom, ils s'appellent tous David, je crois, et je sais plus c'est quoi le deuxième prénom. Mais si vous avez peur de vous lancer dans ce gros bébé de 800 pages, vous pouvez totalement lire la première partie, lire d'autres choses, lire la seconde, etc. Chacune fait à peu près 250 pages. Le premier livre raconte l'histoire d'un jeune homme qui doit être marié parce qu'il est fils héritier d'une grande banque, etc. Donc on doit lui faire un mariage arrangé, blablabla. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Finalement, lui, il va tomber amoureux d'un jeune homme qui est un artiste, sans le sou, etc. On est presque dans du roman gothique où on se fait la cour, on est invité à des bals, tout ça. Le seul truc qui est totalement marrant, c'est que la notion de virilité est totalement déconstruite. Les hommes sont homosexuels. L'homosexualité, ça se passe en 1893 et l'homosexualité est totalement acceptée dans la société. Elle n'est absolument pas signe de non-virilité comme ça pouvait l'être vraiment en 1893. On déconstruit toute cette notion de masculinité, de virilité. Et c'était chouette, ça m'a fait un peu penser à Downton Abbey, à Emma Bovary, enfin voilà, on est vraiment dans ce roman où on se donne un genre, ce jeu de rôle de aller au bal, danser, etc. Le deuxième livre qui lui se passe à mi-chemin entre Hawaï et New York traite beaucoup plus de la question identitaire quand on quitte un pays, l'exil, etc. et aussi la relation père et fils, tout en abordant le sida, parce que ça se passe dans les années 1990, et donc on nous parle quand même du sida de New York. Et enfin, la troisième partie en 2093 est une histoire totalement d'anticipation avec un monde qui est en train de vivre une épidémie, etc. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien évidemment plus apprécié son roman précédent qui était Une vie comme les autres, mais qui était beaucoup plus classique. Là, elle nous propose quelque chose de différent avec ces 3 histoires et c'était hyper chouette. Ensuite, en septembre, il y a également eu Houston Osaka de Bryan Washington qui est sorti aux éditions J.C. Lattès.
Houston Osaka, c'est l'histoire de Benson et Mike, qui sont deux homosexuels qui vivent ensemble. Benson et Mike, ils sont en couple, mais on sait pas trop pourquoi, parce que, à part le sexe, il y a plus grand chose qui les retient l'un avec l'autre. Ils s'engueulent tout le temps, c'est assez violent, ils se trompent, ils se mentent. L'histoire de couple qui donne pas du tout envie, sauf que un des deux apprend que son père est en train de mourir au Japon, et il y a sa mère au même moment, les parents sont divorcés, qui débarque dans l'appartement du couple. Donc en fait, le fils part retrouver son père en train de mourir au Japon, et l'autre se retrouve coincé avec sa belle-mère dans son appartement. C'était triste parce que vraiment on se demande qu'est-ce qu'ils font encore ensemble à part se faire du mal et s'écharder, et au final j'ai quand même beaucoup aimé ce roman qui est pas très long mais qui... Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment triste et violent et je sais totalement malsain, et pourtant en fait ça... Le côté un peu malsain, violent, tout ça n'est jamais justifié ou romantisé. Elle nous le présente, il nous le présente, l'auteur, pardon, comme quelque chose de problématique dès le début. Il nous dit pas ceci est un comportement normal. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'était chouette. Et le roman que j'ai le plus apprécié, je pense, à cette rentrée littéraire sur l'homosexualité, et c'est de l'homosexualité féminine, donc le lesbianisme. Si le soleil se dérobe de Nicole Dennis-Benn, publié aux éditions de l'Aube. Si le soleil se dérobe, c'est l'histoire de Patsy, d'ailleurs c'est le titre original en anglais, ça s'appelle Patsy. Patsy, c'est une jeune femme jamaïcaine qui veut quitter la Jamaïque pour aller vivre aux États-Unis et vivre le grand rêve américain. Sauf qu'elle est bloquée en Jamaïque avec sa fille qui a 3 ans, qui est toute petite quoi, et sa mère. Un jour, la meilleure amie de Patsy, qui est en fait un peu sa copine, sa petite copine, sans que ce soit vraiment très dit au début, vraiment assumé en tout cas, arrive à émigrer aux États-Unis et Patsy va tout faire pour la retrouver. Donc elle abandonne sa mère et sa fille de 3 ans, elle quitte tout du jour au lendemain pour réussir à partir vivre aux États-Unis. Et c'est un peu ce désenchantement de l'arrivée aux États-Unis, ce désenchantement des relations qui en fait, avec le temps, se sont étiolées, et cette meilleure amie, petite amie, n'est plus vraiment grand-chose pour elle. C'était très beau parce que au début, moi j'avais vraiment du mal avec le personnage de Patsy. Elle abandonne quand même sa fille de 3 ans et on apprend à faire avec, tout comme Patsy a dû apprendre à prendre sur elle pour faire ce départ. Et on voit en fait, c'est des questions que nous, dans notre vie quotidienne, on ne peut pas vraiment se poser parce qu'on n'a pas vécu en fait, c'est des questions qui, moi, dans ma vie quotidienne, ne me viennent pas forcément à l'esprit, devoir tout quitter pour pouvoir vivre décemment dans un autre pays, parce que dans le mien, tout se passe bien. Donc c'est quand même dur de se mettre dans les chaussures de Patsy, et je trouve que Nicole Dennis-Benn le fait très bien, et arrive à nous amener jusque-là, jusqu'à ces questionnements qui peuvent, au début du roman, nous porter préjudice à Patsy du fait de notre jugement personnel. Je sais pas si c'était clair. J'ai également lu, mais je vous le recommande parce que, bon, moi, à défaut de l'avoir lu, vous l'avez sûrement vu, mais Brokeback Mountain de Annie Proulx, qui est une très courte nouvelle qui fait moins de 100 pages, je crois. Je l'ai lu un soir d'insomnie cette année. Et j'avais beaucoup aimé, c'est assez fidèle au film. Le seul truc, c'est que tout va beaucoup plus vite parce que le film fait 1h30 et je crois que la nouvelle fait à peine 70 pages. C'était hyper chouette. Ça peut donner envie... Enfin, si vous avez envie de lire quelque chose, parce qu'en plus, la nouvelle existe dans une édition seule. Vous n'êtes pas obligé de vous fader un recueil de nouvelles. Si vous n'êtes pas un gros lecteur et que vous avez envie de, voilà, cet été, vous mettre un peu à la lecture ou vous remettre le pied à l'étrier, pourquoi pas lire cette courte nouvelle qui était, ma foi, très agréable et très chouette, mais assez fidèle au film. Donc si aussi vous avez déjà vu le film, c'est sûr que vous apprendrez rien de nouveau. C'est sympa, ça m'a pas marqué outre mesure, mais ça m'a pas déplu de le lire. J'ai également lu et adoré cette année La confusion des sentiments de monsieur, le très célèbre auteur de nationalité allemande ou autrichienne, je ne sais plus, Stefan Zweig, voilà, je cherchais le nom du monsieur, j'avais oublié. La confusion des sentiments, c'est en fait l'histoire d'un vieux professeur qui... au crépuscule de sa vie, se remémore ses jeunes années, et notamment l'année de ses 19 ans, quand il a rencontré un professeur lui-même qui l'a totalement subjugué par son éloquence, par sa parole, par son élocution, et qui, de fil en aiguille, a mené vers une relation amitié, amour, enfin pas vraiment amour, mais... une relation confuse, c'est le titre du roman, La confusion des sentiments. C'est écrit magnifiquement bien parce que c'est Stefan Zweig qui écrit, une finesse dans la description des sentiments et dans cette ambiguïté, cette confusion
qui est toujours sur le fil, sans que ça devienne jamais tabou, sans que ça devienne jamais choquant. C'est écrit en 1927, donc voilà, les mœurs n'étaient pas non plus archi prêtes pour avoir une histoire d'amour homosexuel. C'est magnifique, et en fait ce roman il transcende un peu, il est universel, il transcende les genres et les orientations sexuelles. C'est pas parce que là on est avec un vieil homme, un monsieur d'un certain âge et un jeune étudiant, un couple donc de garçons, que ça concerne uniquement les couples homosexuels. Non, c'est vraiment une histoire d'amour qui, je vous dis, c'est vraiment une histoire, c'est même pas de l'amour d'ailleurs, c'est une histoire passionnelle, une histoire brute, une histoire dont les deux protagonistes ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et ne comprennent pas vraiment comment tout ça se mélange dans leur vie. Le brouillard qui se crée autour de cette relation peut être un brouillard homo, hétéro, lesbien, gay, tout ce que vous voulez. Donc c'était très beau, j'ai adoré cette lecture, je pense que c'est ma meilleure lecture de Stefan Zweig à ce jour. Ensuite j'ai également poursuivi ma lecture de Daniel Arsan avec Moi qui ai souri le premier et Des amants. Daniel Arsan, je l'ai découvert avec un de ses romans qui s'appelle Je suis en vie et tu ne m'entends pas, qui traitait déjà de l'homosexualité. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur les romans LGBT que j'avais adorés. Là, dans Moi qui ai souri le premier, c'est une petite histoire. Dans Moi qui ai souri le premier, c'est un très court texte de 100 pages dans lequel il nous raconte trois histoires d'amour qui l'ont marqué. La première fois où il a rencontré un homme, la première fois où il a eu une relation sexuelle, et je ne sais plus quelle est la troisième histoire, mais voilà, il nous raconte 3 hommes qui ont marqué sa vie. C'est un récit de l'intime. C'est comme du journal intime où il nous raconte, voilà, ces histoires. C'est chouette. En plus, Daniel Arsan, il n'est pas si jeune que ça. Je ne sais pas exactement quel âge il a. Mais voilà, sa première histoire d'amour, c'était pareil, dans une époque où c'était encore plus tabou que de nos jours, et l'homosexualité. Donc j'ai beaucoup aimé me faufiler dans la vie de Daniel Arsan. Et dans Des amants, ça se passe en 1749, et ça nous raconte l'histoire d'un jeune prince avec un berger qui tombent là amoureux l'un de l'autre et qui vivent une petite histoire. On est à la cour de je ne sais plus quel roi. C'est une histoire totalement fictive, mais qui était très intéressante et très chouette à vivre. En fait, c'était vraiment transposer l'homosexualité dans ce contexte historique de 1749, avec la cour à Versailles, avec la province, les mœurs très 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 puritaines de l'époque. J'ai bien aimé. C'est un peu plus long en plus, ça fait 150 pages alors que l'autre n'en faisait que 100. Mais c'était sympa. Est-ce que je vous reparle de ces 2 livres? Je ne sais pas, parce que je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais si vous tombez sur cette vidéo, je vais le faire vite fait. Si vous tombez sur cette vidéo sans en avoir vu aucune autre, je vous en parle rapidement. J'ai lu Mungo de Douglas Stewart cette année, que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez vraiment les histoires d'amour homosexuel, un peu dévastatrices, un peu tortueuses, très émotionnelles. On est avec 2 jeunes adolescents qui sont dans des camps différents parce que de religions différentes, de très basse culture, très basse naissance, j'ai envie de dire. Ils sont très pauvres, milieu très ouvrier, dans une Angleterre post-Thatcher où voilà, c'est vraiment la partie de la population qui n'a vraiment plus d'argent, qui n'a plus de travail, qui est au chômage, qui vit des aides sociales, mais les aides sociales sont de plus en plus maigres et pauvres parce qu'on est en Angleterre. Et en plus de ça, milieu très 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 masculin, très 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 homophobe. C'est horrible, c'est très triste, et en même temps c'est hyper beau. J'ai adoré, j'ai chialé, j'ai vécu au rythme de ces 2 adolescents tout au long de ma lecture. J'avais mon cœur qui battait à l'unisson avec eux 2, tellement j'étais ému par ce qui leur arrivait. Surtout que la mère d'un des 2 s'est dit « Ah, mon fils est homosexuel, mais non, on va changer ça. Je vais l'envoyer avec les 3 pires raclures de l'univers, ou les 2 pires raclures, je crois, je sais plus. 2 mecs hyper hétéros, hyper je porte mes couilles, je me gratte le cul, nanana. Je vais les emmener, je vais lui dire d'emmener, je vais leur dire à ces 2 mecs d'emmener mon fils au bord du lac et de passer un week-end tous les 3 ensemble à pêcher, enfin voilà. » Le week-end se passe évidemment horriblement mal, et on nous en fait le récit tout au long du roman, entrecoupé d'autres histoires en flashback. C'est à vomir, et en même temps, la fin m'a laissé un peu en mode genre c'était trop bien. Donc je ne peux que vous le recommander. Et Mr. Loverman, c'est une histoire d'amour entre 2 hommes de 74 ans. Il y en a un des 2 qui est marié depuis 40 ans, et en fait, voilà, à 74 ans, il se décide de faire son coming out. Et c'est toute cette histoire des débuts de sa vie, sur comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis en couple de façon adultérine, parce que lui était déjà marié, il a eu des enfants par la suite, 2 filles d'ailleurs, et c'est tout ce cheminement vers le coming out pour un homme qui, bien que homosexuel depuis toujours,
est presque lui homophobe à son tour à cause de sa construction identitaire venant de l'Amérique centrale. Ce roman, je le mets dans cette catégorie de livres LGBT, mais je ne vous le dis pas à quel moment ça intervient parce que c'est absolument pas mentionné qu'il y a une question LGBT dans le texte. On va suivre une famille aussi encore une fois assez pauvre. En fait, il y a le père, la mère et 3 enfants, 3 frères. Le roman s'appelle Vie animale. Ces 3 frères sont un peu comme des animaux. Il n'y a même pas de jeu au début du roman. C'est comme si c'était une meute qui vivait ensemble. Ils sont presque indissociables car le père est violent, la mère est totalement démissionnaire, absente. Elle s'occupe pas du tout d'eux. Elle ne tient pas vraiment la maison. Elle est elle est couchée la majeure partie de sa vie. Donc ces 3 frères sont livrés à eux-mêmes et en même temps très soudés les uns avec les autres. Ils ne forment presque qu'une seule personne, un animal. Et au fur et à mesure, ce nous de cette meute, de ce frère, va se transformer vers un jeu car un des 3 frères va s'extirper de cette meute, va grandir. En fait, les 3 frères vont grandir au fur et à mesure, vont se créer, vont se construire. Et c'est cette construction de la famille identitaire qui est décrite dans tout ce roman. Et c'est très beau, très brut aussi, je vous dis, c'est animal. C'était génial. Une grosse BD, Stuck Rubber Baby de Howard Cruse, publié chez Casterman. Alors je vais essayer de vous montrer quelques planches parce que le dessin est très particulier mais j'adore. On est sur quelque chose de très 60s, vous voyez, comics à l'ancienne, je sais pas de quand ça date. Publié au milieu des années 90, ouais. C'est un roman qui se passe dans les années 60, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Toland, c'est ce jeune homme là qui est en couverture en couleur. Toland, il vit dans une famille plutôt normale, famille du sud des États-Unis, donc assez croyante, pratiquante, un peu raciste. Enfin, en fait, c'est pas vraiment la famille horrible qu'on peut avoir parfois en représentation dans des romans de cette époque-là, mais qui se situe dans la moyenne, c'est-à-dire pas vraiment homophile, pas vraiment très ouverte et tolérante sur les personnes de couleur, etc. Et Toland, petit à petit, va faire des rencontres qui vont l'amener à côtoyer des milieux, notamment un milieu où il y a beaucoup d'Afro-Américains, le milieu de la musique et du jazz. Ensuite, côtoyer un milieu où il va y avoir beaucoup d'homosexuels. Et grâce à toutes ces rencontres qu'il va faire, il va comprendre que lui-même est homosexuel. Sauf que dans cette Amérique des années 60, être homosexuel, c'est pas non plus, surtout dans le sud, quelque chose de très facile à vivre. Donc voilà, il va y avoir des couvertures, il va y avoir des petites copines pour se convaincre de son hétérosexualité. Ça montre aussi beaucoup de choses sur les droits civiques, les manifestations sur les droits civiques. C'est autant documenté sur le point de vue de construction identitaire, sur qui je suis, est-ce que je suis vraiment homosexuel, comment j'assume mon homosexualité, que sur la question des droits civiques. C'est pour ça que j'ai bien aimé, car c'était un peu intersectionnel, ça rejoignait 2 causes de minorités qui me sont assez chères. J'ai également beaucoup aimé cette année ce recueil de nouvelles publiées chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Nous aurions pu être des princes de Anthony V.S. Nassau. Alors, il y a quelques nouvelles, elles ne sont pas toutes LGBT, quelques nouvelles qui le sont. Mais l'auteur, Anthony V.S. Nassau, était également lui aussi une personne de minorité car il était homosexuel. Malheureusement, il est décédé il y a 3 ans, donc il ne publiera pas d'autres romans. Je crois que c'est le seul texte qu'il a pu terminer dans sa vie. Ça nous parle des populations cambodgiennes qui ont fui le Cambodge au moment du génocide des Khmers rouges pour arriver aux États-Unis, donc là à Stockton en Californie. C'est une petite ville où une grosse diaspora cambodgienne s'est installée. On ne nous parle pas de la première génération d'immigrés, on nous parle de la seconde génération, ceux qui sont nés aux États-Unis, ceux qui sont américains, de fait, et comment ils arrivent à vivre en étant américains, mais au sein d'une diaspora cambodgienne avec une culture très marquée, qui n'est pas forcément très intégrée dans le pays des États-Unis. C'était hyper intéressant. Parce que j'avais jamais lu quelque chose comme ça, et du coup ça m'a plu. Enfin, j'avais jamais lu sur ce sujet particulièrement et sur cette population. J'ai également découvert Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix à l'art, publié aux éditions de Minuit, qui était une excellente lecture. Et pour le coup, ce n'est pas homosexuel, c'est... Enfin si, c'est homosexuel, mais pas masculin, c'est de l'homosexualité féminine, car ça nous raconte l'histoire de 2 femmes que tout oppose... Enfin voilà, 2 femmes parisiennes. C'est important parce qu'il y a quand même un petit côté bourgeois parisien dans le roman qui peut déplaire à certaines personnes, donc je le mentionne. On est avec une prof, je crois, ou une documentaliste, je sais plus. Peut-être une prof documentaliste. Et une musicienne de violoncelle qui se rencontrent un soir dans un dîner entre amis, qui vont passer la soirée ensemble et qui vont se rendre compte qu'elles sont amoureuses, follement amoureuses, passionnément amoureuses, brutalement amoureuses, douloureusement amoureuses, parce que c'est une relation qui est très très passionnelle, qui va aller très très vite,
très très fort, parce qu'en plus une des deux, je crois, se croyait hétérosexuelle, enfin une des deux n'avait jamais songé à être peut-être homosexuelle, n'avait jamais songé à avoir une relation avec une personne de même sexe. Donc c'est pas vraiment le cœur du roman, l'orientation sexuelle, c'est vraiment cet amour entre deux femmes qui est déchirant. Au milieu du roman, quelque chose se passe et bascule, je ne vous le dis pas parce que ça serait vraiment gâché, c'est encore plus fort après ce basculement, après cette moitié passée. J'avais dit qu'il fallait que je me renseigne pour savoir si c'était une histoire vraie, je sais pas, mais en tout cas ça paraît tellement vrai quand tu le lis, donc franchement je te le recommande gravement, mais accroche-toi et prends un mouchoir. J'ai lu ce très court texte de Laurent Chalumeau publié aux éditions du Kiff, qui est une petite maison d'édition, je pense que c'est même de l'auto-édition. Donc pour l'acheter, je pense qu'il faut directement se rendre sur le site de l'éditeur. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Jolene Teguin, c'est un documentaire, un essai sur la grande artiste américaine Dolly Parton, qui est pourtant très secrète et qui ne dévoile pas grand-chose de sa vie. Laurent Chalumeau est, je pense, très fan de l'autrice et qu'il a fait bien ses recherches car il nous en dévoile un peu plus. Et pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas grand-chose de la vie de Dolly Parton, ça m'a quand même appris pas mal de choses. Alors le titre Jolene Teguin, c'est un peu... Enfin, putaclic, non. Il y a quand même des questions de genre et d'orientation sexuelle, surtout d'orientation sexuelle d'ailleurs, plutôt que de genre, dans cet essai. Parce que beaucoup de gens ont discuté, ont même assumé de l'orientation sexuelle de Dolly Parton, alors qu'elle est mariée avec un homme depuis X années. Et donc ils discutent de ces assumptions faites sur la sexualité de Dolly Parton. Moi j'ai bien aimé parce que j'aime beaucoup Dolly Parton. Après je pense que si t'en as rien à foutre de Dolly Parton, ça va pas vraiment te plaire. Alors si tu es fan de romans de fantasy, de romans d'aventure, mais que tu en as marre un peu des publications assez lisses qui peuvent sortir, et grand public en tout cas, tu peux te diriger vers Léopard Noir, Loup Rouge de Marlon James, qui pour le coup est aux antipodes de ce qui se fait actuellement, en tout cas de ce que je lis actuellement. On est dans un livre de fantasy qui se passe dans une Afrique légendaire. C'est un territoire qui ressemble très fortement à l'Afrique, mais qui n'a pas les frontières et les délimitations de l'Afrique telle qu'on la connaît. On est dans un imbroglio d'histoires orales racontées avec des sorcières, avec des créatures qui sont parfois d'un genre ou des deux genres, qui aiment de façon homosexuelle parce que le personnage principal, le léopard noir, est un personnage homosexuel, ou c'est le loup rouge, je ne sais plus, un des deux est homosexuel. Très violent, c'est très gore, il y a des scènes assez dérangeantes. C'est vrai qu'il y a un côté Game of Thrones dans les tabous qui sont dépassés, qui sont même explosés à de nombreux endroits. Franchement, c'était chouette. Avec le recul, je me rends compte que j'ai tout oublié, mais ça c'est parce que ça se passe avec la moitié des livres, parce que c'est une trilogie en fait, hein, donc je crois que c'est une trilogie. Je pensais pas lire le second tome, et finalement, là, en y repensant, je me dis que j'aimerais bien peut-être redécouvrir cet univers, parce que c'est un univers qui est quand même assez particulier et qu'on voit pas partout, que ça fait du bien de lire des choses qui changent. Donc peut-être que je lirai la suite. Et enfin, tout dernièrement, j'ai lu ce texte que je ne peux que vous conseiller et vous présenter, vous dire de lire. C'est PD, écrit par un collectif dirigé par Florent Manelli, coordonné par Florent Manelli. Ce sont 8 auteurs qui nous racontent leur homosexualité ou l'homosexualité de quelqu'un dans leur vie, un membre de leur famille, un ami, etc. Encore une fois, de l'homosexualité masculine. C'était hyper bien, hyper contemporain, hyper juste. C'est aussi un moyen de se réapproprier l'insulte PD pour qu'elle ne soit plus stigmatisante, pour qu'elle ne soit plus violente, pour qu'elle ne soit plus subie, même si on la subit toujours, nous en tant qu'homosexuels, cette insulte, et elle sort tellement facilement, beaucoup trop facilement de nos jours. Voilà, ça parle également même des discriminations et de l'homophobie qu'il y a au sein même de la communauté. Pourquoi cette communauté homosexuelle, qui doit normalement être une communauté assez ouverte et gentille, c'est horrible de dire une gentille, mais enfin voilà, gage d'ouverture, comment on se retrouve nous-mêmes à se discriminer entre nous, homosexuels, personnes discriminées au quotidien dans la société. Les luttes gays qui convergent vers aussi les luttes féminines, parce que féministe, ce texte est publié dans la collection féministe de chez Point. C'est un miroir un peu de ce qui se passe actuellement dans la communauté homosexuelle. Ça vient de sortir, donc pour l'instant c'est encore très actuel. Les thèses avancées, les sujets discutés sont vrais, sont justes sur des causes pareilles. Parfois ça peut être très vite dépassé, mais là c'est tout récent, donc ça vient tout juste de sortir. C'est
totalement contemporain et totalement vrai. Donc voilà. J'ai eu un petit moment de faiblesse en lisant le texte de Adrien Manelli qui s'appelle Michael et qui nous raconte la vie de son cousin Michael. Donc je vous le recommande 1000 fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être pu trouver quelques lectures si vous étiez passé à côté, parce que ce sont toutes des lectures dont j'ai parlé cette année sur la chaîne. Si vous êtes un spectateur assidu, vous les avez déjà vues passer, mais je me dis c'est pas non plus idiot de refaire un petit point d'étape comme ça tous les ans sur ces lectures LGBT qui m'ont marqué dans l'année. Objectif pour 2023-2024, sortir un peu du spectre de l'homosexualité et m'ouvrir à d'autres lectures LGBT, que ce soit sur les lesbiennes, la bisexualité, la transidentité, voilà. Le spectre des sexualités est tellement grand que j'ai encore 1000 choses à apprendre et 1000 choses à découvrir, donc je vais essayer de sortir de mon homocentrisme qui me caractérise dans mes lectures. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si t'as envie de la faire voyager, tu peux la partager. Si t'as envie de discuter, tu peux commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.